C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le temps qui fait la panique, votre émission qui alerte sur la prolifération des discours dangereux en République démocratique du Congo. Ici, on analyse les discours, les mots et leur impact sur notre vivre ensemble. Au micro, Freddy Bikumbi. Aujourd'hui, je suis accompagné de Babel Mpongo. Bonjour Babel. Bonjour Freddy, bonjour à toutes et à tous. Alors, dans notre vie quotidienne, dans la rue, au travail, à l'église, au marché, nous vivons dans un monde régi par des règles. On se salue, on se respecte, on évite les insultes, on fait attention au regard de l'autre. Mais en parallèle, dès qu'on se connecte sur les réseaux sociaux, on dirait un autre univers. Les insultes, les moqueries, les menaces sont devenues presque normales, Freddy. Et oui, et on a parfois l'impression de vivre dans deux mondes parallèles. Un premier monde bien réel, façonné par notre culture, nos coutumes, notre éducation, où la politesse et la retenue sont valorisées. Et un deuxième monde numérique, où ces repères semblent disparaître. On parle plus vite, plus fort, plus brutalement. Ce qu'on n'oserait jamais dire en face, on l'écrit sans hésiter derrière un écran. Alors, comment expliquer ce décalage, Freddy? Et comment est-il possible qu'une même personne courtoise dans la vie quotidienne devienne agressive, haineuse ou menaçante en ligne? Et surtout, comment inverser la tendance pour que nos valeurs de respect, de convivialité ne s'arrêtent pas à la porte d'Internet? Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons un invité, Lucien Ramazani, philosophe, doctorant en sciences politiques à l'Université catholique de Louvain. Bonjour Lucien Ramazani. Bonjour Freddy, bonjour Babel et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Avant de commencer notre échange, nous allons écouter un premier extrait de notre sketch. La scène se déroule dans un campus avec des étudiants. Un de leurs camarades publie une photo sur les réseaux sociaux, mais très vite, il voit déferler un torrent d'insultes. On écoute cette séquence, puis on y revient. Jamais. Mais Kitoko, regarde cette photo que j'ai postée sur Instagram. T'en dis quoi? Non mais la robe et tout, le maquillage. Oui, cette photo déchire, ma chérie. T'es super sexy dans cette robe moulante. Mais je sais, je suis même amoureuse de moi-même. Et puis tu sais, de temps en temps, il faut se faire belle. Hein. Ah ouais, mais t'as oui, raison. Tu te sens fraîche et tout. Attends un peu. Ouais, bon, Mouda, t'as vu ces commentaires sur ta photo? Quoi, ils disent quoi? Que je suis jolie? Non. Non. Quoi? Pas du tout. Mon Dieu. Regarde. Hein? Non mais, ils te traitent de pétasse. Attends, c'est une blague ou quoi? De meuf trop facile, quoi. Attends. Oui. Hein? En fait, d'autres encore te traitent de des filles de passage. Non. En tout cas, le reste est là. Je peux même pas lire. Non mais... c'est chaud. Non, mais... Tu ne peux pas voir ça. Je n'arrive pas à croire que je me fasse insulter comme ça en ligne. Et puis, voir que certaines de ces insultes viennent des amis que je fréquente tous les jours au campus. C'est dommage. Et qui pourtant me respectent dans la vie de tous les jours. C'est vraiment dommage, je te dis. Non, c'est pas possible. En plus, dans une université qui est censée être régie par des règles, des valeurs sociales basées sur le respect mutuel, je ne comprends pas cette publication. Calme-toi, ma chérie. C'est quoi ces messages de haine? Qu'est-ce que j'ai fait? Malheureusement, on dirait vivre dans deux mondes parallèles. Celui à la fac et celui online. Et quand quelqu'un se cache derrière une pseudo pour t'insulter en ligne, ma chérie, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Hello les filles. Hello, vous allez bien? Les filles, est-ce que vous allez bien? Et voilà l'un de ceux qui kiffent m'insulter. Voilà, vous allez bien, vous allez bien. C'est quoi cette bêtise là? Quoi? Vraiment, Amani, tu n'as pas honte? Mais qu'est-ce que je fais? Tu n'as pas honte? Non mais sérieux, ce que vous faites là c'est abusé, hein? C'est abusé. C'est pas une quoi?
Non, mais waouh, je n'arrive pas à croire que je me fasse insulter comme ça en ligne et voir que certaines de ces insultes viennent des amis que je fréquente tous les jours au campus et qui pourtant me respectent dans la vie de tous les jours, fait remarquer l'un des personnages. Lucien Ramazani, première question, comment expliquer qu'une seule personne peut avoir deux types de langage, celui qu'il utilise normalement dans la vie de tous les jours, plein de courtoisie et de retenue, et c'est lui plus violent, agressif, insultant qu'il utilise sur les réseaux sociaux? Oui, le harcèlement, lorsqu'il est physique, il ne produit pas les mêmes effets que lorsque c'est un cyberharcèlement, où je suis devant mon téléphone ou devant mon ordinateur et je m'attaque et commente un propos ou publie ou partage une image dégradante de la personne que je cite. Et donc, ces cyberharcèlements, comme je le disais tantôt, est un ensemble de nuisances qui souvent peuvent être volontaires ou involontaires, et qui sont commises envers une personne qui est citée, mais très souvent aussi c'est des manières répétées et sur une certaine durée de temps. Et cela traduit très souvent une relation de domination, mais aussi des déséquilibres entre la victime et ses harceleurs. Oui, nous avons l'impression, Ramazani, qu'en ligne, certaines personnes se sentent libérées du regard des autres ou des règles de politesse. D'un point de vue philosophique, qu'est-ce que cela révèle de notre rapport aux autres qu'on n'a plus à leur faire face physiquement? Alors, ça révèle une certaine volonté de nuisance qui traduit un peu le côté animal qui nous caractérise. Parce que lorsque je suis en face de l'autre, sa présence m'interpelle, mais aussi je ne peux pas aussi les détruire ou les faire du mal sans qu'ils ne se défendent, sans qu'ils ne s'expliquent. Tandis que lorsque je suis derrière mon téléphone et derrière mon ordinateur, je me sens investi d'une puissance pour pouvoir les détruire et pour pouvoir tuer la personne. Et la personne qui est ainsi ciblée se voit comme si c'était le monde entier qui tombait sur lui. Et la tendance, elle est très souvent de se renfermer. Mais il faut souligner ici que les personnes qui font le harcèlement, volontaire ou involontaire, ne s'imaginent pas des conséquences néfastes de ce qu'ils font. Oui, monsieur Ramazani. Souvent, cela débouche sur un anéantissement de soi. Oui. La plupart des suicides résultent d'un cyberharcèlement répété et duré sur une longue période. Mais avant qu'on arrive aux conséquences, est-ce qu'on peut dire qu'Internet permet à chacun de se fabriquer une sorte de double, un personnage parallèle qui n'obéit plus aux mêmes règles morales que dans la vie quotidienne? Oui, parce que c'est le mécanisme en fait des satisfactions ou des rétributions qui existent en nous. Lorsque je partage une image sur les réseaux sociaux, il y a une dimension qu'il faut ajouter, c'est le prestige social. Le but souvent est d'obtenir des likes, mais aussi d'écraser l'autre justement pour générer beaucoup plus de likes et beaucoup plus de personnes qui vont aimer et qui vont repartager les contenus. Donc, un rapport dominant traditionnel et qu'on met souvent au service de son propre prestige. Qu'on met au service de son propre prestige, parce qu'on cherche beaucoup plus de likes, faire le buzz, comme on dit assez souvent. Merci pour ces premières analyses. Nous allons maintenant écouter un deuxième extrait de notre sketch. On retrouve encore une fois nos amis étudiants. Cette fois, ils réalisent que le propos violent, les insultes qu'ils profèrent en ligne peuvent être dangereux et avoir de répercussions dans la vie réelle. Pourtant, il fait partie de ceux qui m'insultent. Amani, sérieusement, c'est ça l'éducation que t'as reçue? Mais qu'est-ce que c'est ça ton éducation? Oh, attends, même pas un minimum de politesse. Rien que balancer des insultes. C'est pas bien. Bah mais écoute, non. je vais juste répéter ce que j'ai lu sur Internet. Tu as juste répété ce que tu as lu. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc parce que c'est en ligne,
t'as le droit de m'insulter tranquille. Genre liberté d'insulter, c'est ça? Mais c'est un simple commentaire. Un simple commentaire. Online, on dit tout ce qu'on veut, non? On dit tout ce qu'on veut. Tu étais obligé. D'ailleurs, pourquoi tu t'en prends à moi? Il y a des centaines de commentaires et la plupart sont anonymes. Anonyme ou pas? Regarde, anonyme ou pas, je te préviens. Et je préviens tous ceux qui m'ont insulté qu'ils ne vont pas s'en tirer comme ça. C'est moi qui te le dis. En tout cas, si tu crois pouvoir les identifier, vas-y. En tout cas, bonne chance. Très bien. Bonne chance. C'est pas bien ce que tu fais. Puisque vous pensez que j'ai une pierre à la place du cœur, ok, vous allez voir, je vais réagir tout de suite. Calme-toi. Tu comptes faire quoi là? Dis-nous, tu comptes Je faire quoi? vais poster une réponse à toutes les personnes qui m'ont insulté en ligne pour les mettre en garde. Point. Oui, moi, ça ne me ça même ceux qui se cachent derrière des comptes anonymes, je finirai par les démasquer. Et j'hésiterai pas à les dénoncer pour qu'ils soient punis. C'est moi qui vous le dis. Vas-y, moi, je ne fais que lire les commentaires. Oui, je vais poster. Bon, je sais pas. C'est quoi ces bêtises? Je sais pas. C'est quoi ces bêtises-là? Et donc, parce que c'est en ligne, tu as le droit de m'insulter tranquille, demande l'un des personnages. Lucien Ramazani, est-ce qu'on peut dire que l'anonymat et la distance qu'offrent les réseaux sociaux encouragent cette cyberviolence verbale? Si oui, avec quel danger? L'anonymat encourage justement la prolifération des formes de lynchage, comme je l'appelle. C'est une nouvelle forme de lynchage où on a un bourreau qui veut avoir une cible et faire subir quelque chose à cette cible-là. Sans s'imaginer, les méfaits de cette... Mais aussi en voulant créer des potentiels spectateurs. Comme le dit si bien l'étudiant dans la séquence que nous venons d'écouter, je n'ai fait que partager ce que j'ai reçu. Donc on les fait assez machinalement sans se rendre compte à quel point ça va créer la foule et à quel point la foule peut devenir très dangereuse. Dans nos sociétés, les règles des savoir-vivre, le coutume, la famille, la religion, l'école, toutes ces institutions nous apprennent à nous contrôler, à parler avec respect aux autres. Qu'est-ce qui se passe, selon vous, lorsque ces repères ne sont plus vraiment présents dans le monde numérique? Alors, il y a tout d'abord le fait qu'il y a une déliquescence de la politesse, mais aussi de l'usage bienveillant des mots à l'endroit des autres. Et donc, on a perdu toute forme de politesse et on s'adresse des uns aux autres comme si on ne s'adressait pas à des personnes qui méritent un respect, qui méritent un traitement poli, mais aussi bienveillant. Alors, lorsque ces formes de politesse dans le langage courant n'existaient plus, cela s'exacerbe et se multiplie de manière exponentielle lorsqu'on entre sur des plateformes numériques, et lorsqu'on partage telle ou telle autre information, en tuant l'autre à petit feu, en publiant des images non conformes, en s'adressant à l'autre sans égard et sans formule de politesse, sans respect. Et donc, je crois que ce phénomène doit nous remettre en cause, nous, comme société, mais aussi remettre en cause la question de l'éducation revient, comme les étudiants l'ont partagé. Est-ce que c'est l'éducation que tu as reçue de famille? Et donc, la question de l'éducation dans les noyaux familiales, dans l'espace public, parce que les plateformes numériques deviennent d'autres espaces publics où la nécessité de mettre des normes, des égards, doivent nous préoccuper. Et donc, il y a une responsabilité non seulement familiale, sociétale, mais il y a aussi une responsabilité des personnes qui tiennent ces plateformes. Et ces personnes devraient avoir normalement des équipes qui permettent de mettre fin à ces formes de harcèlement et d'écrasement de l'autre. Et comme vous dites, c'est un problème d'éducation. Est-ce que ces décalages entre la manière dont on se parle dans le monde réel et la façon de s'exprimer dans le monde numérique peut-elle, à la longue, fragiliser notre vivre ensemble? Oui, bien évidemment, Monsieur Freddy. Lorsqu'on vit, c'est assez courant et assez populaire. Quand il n'y a pas de règles, tout c'est des règles. Disait un célèbre chanteur. En les disant, il avait tout à fait raison. Pourquoi? Il avait raison parce que
lorsqu'on n'arrive plus à mettre des règles dans la manière de communiquer sur des plateformes, et lorsque, comme tu disais tantôt, c'est un problème d'éducation, il nous faudra mettre en place une nouvelle forme d'éducation numérique, une grande sensibilisation sur les conséquences de nos propos en ligne et de la manière dont cela peut arriver à anéantir l'autre et à détruire la vie, parce que les conséquences d'un tel harcèlement, c'est souvent les suicides, ou ça crée aussi des troubles de comportement à la personne de la cible. Mais merci bien. En parlant de cette banalisation de l'impolitesse et de la cyberviolence verbale, nous allons maintenant écouter le 3e et dernier extrait de notre sketch. On retrouve encore une fois de plus nos personnages, les étudiants qui prennent conscience des dangers de cette impolitesse, cette agressivité verbale en ligne et décident de changer de manière de parler. Voilà, j'ai envoyé mon message. On va voir maintenant, j'ai envoyé. Oui. Et voilà ma réponse. Et envoyé, ils attendent. Tu as envoyé vraiment? Attends. C'est ton téléphone qui vient de vibrer là. Mon téléphone. Attends. Oui, c'est le téléphone. Attends, cette notification. Oui. Kitoko, ça vient de ton téléphone? Non, je vérifie. Attends. Non. En fait, toi, Kitoko, qui a fait ça? Bon, je t'explique. Ah non, donc t'es parmi ceux qui m'ont insulté, c'est ça? Non, Kitoko, qu'est-ce qu'il y a? Bravo, madame la politesse. Bravo. Attends. Et derrière l'écran, tu balances aussi des insultes. Quel sketch, Seigneur. Kitoko, qu'est-ce que je t'ai fait? Seigneur. Bon, voilà. J'étais jalouse, d'accord. Jalouse de quoi? D'accord, j'étais jalouse. J'étais jalouse, d'accord. C'est ma copine qui dit ça. T'étais jalouse de moi. Désolée, Mago. Je suis vraiment désolée. Tu sais, depuis que j'ai su que tu sortais avec mon ex, j'ai pété un câble. Oui, j'ai pété un câble. Mais pourquoi tu n'as juste pas parlé? Voilà, pourquoi tu n'as juste pas parlé? Pourquoi tu allais m'insulter en douce comme ça derrière un faux compte? Oui, j'étais trop énervée. Oui, j'étais énervée. Et comme je ne pouvais pas oser venir t'insulter en face, je me suis planquée derrière l'écran. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc pour toi, un langage irrespectueux que tu ne peux pas oser en vrai, ça devient normal dès que tu es en ligne? Je suis désolée. Non, tu ne peux pas être désolée. Bouddha, excuse-moi. Je te montre une photo. Tu es là, tu regardes la photo, tu l'admires. Et puis elle commence même, elle dit que tu es jolie sur la photo. Écoute. C'est bon, la silicati, j'étais montée, patati patata, moi, c'est bon. De passage, moi, une pétasse. Ça peut s'arranger, ma chérie. Bon, attends, j'ai une idée. Bon, voilà, je me rends compte que j'ai grave déconné. Pardon, Bouddha, je te demande pardon. Bon, voilà, je vais poster un autre message pour reconnaître que j'ai fait une connerie, ok? Je vais supprimer ces comptes pourris tout de suite, je le fais tout de suite. Oui. Tu as intérêt à le faire. Oui. Et dis à tes potes de faire de même. Oui. Sinon, vous allez tous goûter à la rigueur du règlement du campus. Oui. On va pas juste vous obliger à tout supprimer, hein. Oui. Vous risquez une sale sanction de pro-diffamation. C'est moi qui te le dis. J'étais trop énervée et comme je ne pouvais pas oser venir t'insulter en face, je me suis planquée derrière l'écran, fini par admettre l'un des étudiants. Lucien Ramazani, lorsqu'on est insulté, moqué ou menacé en ligne, que l'on soit simple citoyen, journaliste, enseignant ou responsable politique, que peut-on faire? Est-ce qu'il faut répondre, se taire, signaler, porter plainte, chercher le dialogue? Quelles attitudes recommanderiez-vous pour se protéger sans pour autant alimenter l'escalade? Oui, alors, dire quelles attitudes, ça reviendrait à donner une injonction aux personnes ciblées. Mais je vais tenter ici quand même de dire que la chose la plus essentielle, il faut que la victime trouve une écoute attentive et bienveillante. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse écouter et prendre au sérieux la souffrance de la personne, que la personne ait un cadre pour pouvoir en parler. Mais je dois aussi dire que la vraie prévention, elle doit se faire au niveau des écoles, au niveau des universités, les endroits où les jeunes et nous autres, nous passons plus de temps. Et aussi faire de la prévention dans des lieux de travail. Oui, monsieur C'est Ramazani. important que les gens soient sensibilisés et qu'on
et qu'ils soient informés des conséquences de tout ce que nous faisons en ligne et de notre responsabilité comme utilisateurs des plateformes numériques et des réseaux sociaux. Oui, mais maintenant la personne qui est insultée, moquée, tout ça, la victime, qu'est-ce qu'elle doit faire? Répondre, se taire, signaler, porter plainte, chercher le dialogue? Hein, qu'est-ce que vous... Oui. La première chose, c'est de signaler qu'on a été victime d'un cyberharcèlement. Si c'est sur une plateforme, il faut le faire assez systématiquement. Et sur toutes les plateformes, les plateformes numériques. Parce que là, le premier réflexe qu'il faut avoir, il faut le signaler. Le deuxième réflexe, ça devient au bon sens de chacun. Si les insultes peuvent atteindre votre propre estime de soi, très souvent, il ne faut pas prêter attention à des commentaires insultants et à des propos dégradants. Sinon, cela va vous atteindre dans votre propre estime de soi. Alors, lorsque c'est des insultes flagrants, et je crois qu'il y a une loi sur les numériques, toutes les fautes qui entrent dans la ligne et qui sont punies par la loi, je pense que porter plainte est la chose la plus normale qui soit pour que les personnes qui doivent répondre de leurs actes en ligne comme en physique soient punies et tenues pour responsables du mal qu'ils ont causé à la victime. Et du côté de celles ou ceux qui publient de mauvais langages sur les réseaux sociaux, comment peut-on apprendre dès le plus jeune âge à se comporter aussi bien qu'on est en ligne sur les réseaux sociaux? Oui, c'est toutes les mesures préventives que j'ai évoquées il y a quelques minutes en disant que la première prévention, c'est de la sensibilisation auprès des écoles, en prenant tous les niveaux, primaire, secondaire, et puis aussi au niveau des universités. Et parce que les publics jeunes et les publics les plus aptes à utiliser les réseaux sociaux et les plateformes numériques, mais aussi il faut remarquer que c'est des publics assez sensibles. Et lorsqu'un jeune adolescent est victime d'un cyberharcèlement, on ne s'imagine pas les dommages qu'on va créer au niveau psychologique, au niveau de son estime de soi, et aussi au niveau de ce qu'il se projette devenir comme adulte dans notre société. Donc c'est une question qui doit être prise au sérieux en suivant les différents niveaux d'instruction, mais aussi les niveaux des lieux où nous passons le plus de temps, que ce soit à l'école, à l'université et dans nos lieux de travail et des stages et partout, ou des lieux de loisirs. Est-ce la famille de l'auteur de publication a aussi à jouer dans ces cas parce que c'est un compte privé, c'est un numéro privé sur les réseaux sociaux? Mais vous voyez déjà le stratagème par lequel les cyberharceleurs passent. Pour ne pas se rendre responsables, ils anonymisent les numéros. Ici, on doit dire si c'est un numéro qui est anonymisé, les plateformes ou les agences téléphoniques ont leur responsabilité à jouer parce qu'il faut qu'il y ait des modérateurs. Sinon, on est dans la jungle qui ne dit pas son nom et que du jour au lendemain, quelqu'un peut harceler ou attaquer une personne et ne pas répondre de ses actes. Donc, les familles, comme je disais, jouent un premier rôle. On est des jeunes enfants qui passent du temps sur des plateformes numériques ou sur les réseaux sociaux. Nos enfants, nos jeunes, nos adolescents et des jeunes adultes doivent recevoir une éducation d'utilisation des réseaux sociaux. Et aussi, ils doivent être sensibilisés à leur responsabilité sur leur présence sur différentes plateformes et sur ces différents réseaux. Oui, Monsieur Ramazani, plus largement, comment inverser la tendance? Comment passer d'un espace numérique où les insultes font le buzz, un espace où la courtoisie, le débat d'idées, la critique argumentée deviennent eux aussi à la mode? Est-ce que c'est uniquement une affaire de responsabilité individuelle? Est-ce qu'il faut aussi, vous avez commencé à le souligner, des règles, des lois, des chartes, des communautés qui fixent des limites et veillent à leur application? Oui, c'est une responsabilité personnelle, mais aussi une responsabilité collective. Nous tous, nous pouvons être des sujets, nous pouvons aussi être la cible de ce cyberharcèlement. Donc, il nous faut, comme société, comme famille, comme école, comme université, adopter un certain comportement
et aussi nous imposer une certaine responsabilité de notre présence sur ces plateformes et se poser des questions chaque fois qu'on reçoit un message. Est-ce qu'il faudra que le harcèlement passe par moi? Est-ce qu'il faudra que le harcèlement passe par ma famille? Il faudra que ça passe par tel ou tel autre groupe dans lesquels on est, qui vise une personne qu'on connaît, même une personne qu'on ne connaît pas. Le fait que ce soit une personne, on a investi une responsabilité de ne pas partager une information, une image ou un message qui est dégradant et qui viserait à réduire l'autre et à proliférer des injures ou des propos dégradants à l'égard de l'autre. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Un grand merci à vous, notre invité, Lucien Ramazani, philosophe et doctorant en sciences politiques à l'Université catholique de Louvain. Ce que nous retenons, Freddy, c'est que nous ne sommes pas condamnés à vivre dans cette sorte de double vie, poli et respectueux dans le monde réel, agressif et violent en ligne. Les réseaux sociaux peuvent être des espaces de débat, de créativité, de participation citoyenne si nous y emportons avec nous les mêmes valeurs que dans la vie, dans la vraie vie, le respect, la dignité et l'écoute. Bien sûr, l'enjeu n'est pas de quitter l'Internet ni de faire taire les critiques, souvent légitimes, mais de les exprimer sans détruire l'autre. Réunifier notre comportement hors ligne et en ligne, c'est l'un des grands défis de notre vivre ensemble à l'ère des réseaux sociaux. Merci à Pierre Dessinois qui nous a accompagnés du côté de la régie technique. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité à ce programme. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, un magazine proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Vous pouvez retrouver cette émission en rediffusion samedi 11h05 et 19h05 de Kinshasa ou encore en podcast sur www.radiokapi.net et www.abaridc.net. Merci de continuer à nous écrire et à partager vos réactions sur nos pages Facebook et X. Au revoir. Au revoir et à très bientôt. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi.